Et bienvenue à toutes et tous pour ce live chance que nous sommes très heureux d'organiser sur la question de la crise de sens que nous traversons en cette période très agitée. Après 2 années de pandémie, soulevant la question du caractère essentiel ou pas de certaines fonctions professionnelles, la guerre en Ukraine à nos portes, les rapports du GIEC sur le dérèglement climatique, la question du sens, notamment au travail, a largement été remise en question. Alors, quels besoins le travail comble-t-il? Comment y réinjecter du sens dans un contexte si particulier? Comment y croire de nouveau si on se trouve dans une impasse? Comment répondre à ces incertitudes? Par où commencer pour aborder son épanouissement personnel et professionnel en accord avec ses besoins personnels? Le coach partenaire Chance, Alexandre Huet, nous fait le plaisir de venir partager son point de vue d'expert. Bonjour Alexandre. Oh, ton micro est coupé. Classique. Bonjour Edith, bonjour à toutes et tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui. Merci Alexandre. Et donc deux mots sur Chance avant de commencer. Chance, c'est le parcours de coaching digital qui existe pour que chacune et chacun, quel que soit son profil et son passé, puisse apprendre à se connaître pour se réinventer vers la vie professionnelle qui lui correspond. Notre méthode est 100% en ligne, en 12 semaines, associe du coaching individuel avec un coach personnalisé, des activités d'auto-coaching riches sur une plateforme dédiée, des ateliers collectifs et un accès exclusif au collectif Chance et au duo Chance, dont vous avez peut-être entendu parler ces derniers temps, pour vous accompagner jusqu'à la vie professionnelle qui vous ressemble. Pour tout savoir sur Chance, vous pouvez aller sur le site chance.co. Un point important avant de commencer, ce live est un espace d'échange et de réflexion bienveillant et nous veillerons à cela grâce à Lou qui en assure la modération. Vous pouvez poser vos questions et exprimer vos réactions dans l'onglet questions du chat et nous avons également recueilli des questions pour vous, Alexandre, sur Instagram que j'ai intégrées aux miennes. Alors Alexandre, d'abord, entrons donc dans le sujet. Comment est-ce que tu définirais ce qu'est une crise de sens? Alors d'abord, ce qu'il faut peut-être dire, c'est que le sens n'a pas du tout la même valeur et le même sens pour chacun d'entre nous. Donc ça, c'est assez important parce que si on faisait un sondage de tous ceux qui participent à cette discussion, on arriverait sans doute à un éventail de réponses très large. Donc en fait, et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que toute la question, le questionnement autour de la crise du sens, de la quête du sens, c'est pas vraiment théorisé, ça peut venir de plein d'horizons différents. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut, dans le contexte qu'on vit depuis un certain temps, associer plusieurs mots à la problématique de la perte de sens ou de la quête de sens ou de la crise de sens. C'est le sentiment de désorientation, le sentiment de démotivation, un sentiment parfois d'inutilité et d'inertie. Et ça se passe dans un univers qui est devenu autour de nous de moins en moins lisible, donc de plus en plus illisible, et qui fait de signaux très contradictoires et qui rend la capacité à se forger une opinion ou à avoir un avis, une conviction de plus en plus difficile. Donc en fait, ça se traduit aussi évidemment par une difficulté à se projeter dans le futur et donc à prendre des décisions et à comprendre et à décrypter l'environnement dans lequel on est à titre professionnel et personnel. Ça, c'est peut-être le point de départ. Après, on peut élargir le spectre, on peut y ajouter des références philosophiques, il y a plein de dimensions ou des analyses, mais on peut dire que c'est ça. Entendu. Oui, non, non, je me dis qu'effectivement, il y a une question autour de la manière dont l'information nous vient. Et c'est vrai qu'en fait, c'est très difficile aussi de prendre de la distance par rapport à à cette information très dure qui nous parvient tout le temps. Et donc, qui doit, d'une manière ou d'une autre, accentuer ce sentiment d'être au cœur d'une crise. Oui, alors on va y revenir après, mais il est bien évident que dans le contexte actuel, ce qui est peut-être un élément particulièrement intéressant, c'est la combinaison d'événements et de crises auxquels on a affaire depuis ces derniers temps. Alors ceux qui aiment Edgar Morin, c'est notre philosophe de 100 ans, centenaire, donc qui est quand même toujours intéressant. Il a posté d'ailleurs une très bonne tribune sur Le Monde hier, je vous recommande de lire, sur un autre sujet. Et en fait, Edgar Morin, par exemple, il parle de crise anthropologique. Et en fait, d'une crise en fait qui combine différents éléments de crise qu'on voit finalement assez rarement. Il y a d'autres gens qui ont ressorti la notion de permacrise aussi, qui est un peu comme une espèce de crise en continu dans laquelle on doit s'adapter, à laquelle on doit s'adapter et qui serait permanente. Ça, c'est le contexte qui s'offre à nous et qui rend plus difficile la compréhension et notamment cette histoire du sens. Après, il faut sans doute ramener ça à l'échelle individuelle et c'est peut-être de ça c'est peut-être de ça dont on va parler dans le courant de le courant de ce live.
complètement. Donc, tu es coach partenaire chance. Tu étais chercheur en sciences politiques auparavant. C'est intéressant de le noter tout de même. Qu'est-ce que tu as constaté depuis maintenant plusieurs années auprès des personnes que tu accompagnes? Est-ce que le désir de sens a changé avec les séismes successifs que le monde a connus? On vient d'en parler, mais comment est-ce que ça a pu se manifester? Comment est-ce que le besoin de contribution collective a émergé, alors même que on était chacun justement confinés et isolés chez nous. Il y a eu un besoin, j'ai l'impression en tout cas, hein, peut-être que je me trompe, mais un désir de groupe et de faire société, de faire barrage peut-être ensemble à une adversité, quelque chose qui était particulièrement difficile et qui faisait émerger un besoin de contribution collective, de contribution au collectif. Ah ouais. Alors, ce qu'il faut peut-être faire aussi, c'est qu'il faut peut-être faire un petit retour en arrière, un petit rétropédalage sur un peu le travail et comment est-ce que la notion de travail telle qu'on la connaît évolue dans le temps. Mmh. Parce qu'avant, en fait, la question de pourquoi je travaille, c'était finalement quelque chose d'assez simple parce que ça répondait à des problématiques assez basiques. On ne va pas forcément retourner aux chasseurs-cueilleurs de Hariri, mais en fait, c'était nourrir, rester en vie, assurer la subsistance de ses biens, protéger ses actifs lorsqu'on en avait. Et puis, en fait, c'était associé à un statut, à un métier très clair et très précis. On pouvait être ouvrier, notaire, instituteur, médecin, boulanger. On pouvait être rentier aussi. Donc, il y avait une dimension sociale. Il y avait ceux qui ne travaillaient pas. Mais cela dit, globalement, c'était un monde dans lequel les positions des uns et des autres étaient assez lisibles. Aujourd'hui, en fait, on est dans un monde beaucoup plus complexe dans lequel ces notions-là, elles ont été combinées à des questions de valeurs. Quelles sont les valeurs associées au travail? Et aussi un autre aspect que moi je trouve très important, qui est la question de la représentation qu'on a à travers le travail, et notamment de notre représentation sociale et ce qu'on cherche à obtenir à travers le travail. Ça a complètement changé. D'ailleurs, c'est intéressant parce que c'est vraiment un thème qui s'invite très souvent dans les parcours des talents de chance. Cette question de en fait, finalement, quelle est votre représentation du travail ou de la réussite? Ou chercher à réaliser à travers ça. Ce qui n'est pas du tout une question simple et qu'on se pose assez rarement finalement, enfin, sous cet angle-là. Donc, ça montre que la notion de travail est devenue beaucoup, beaucoup plus complexe. Alors, les fameux confinements dont tu parlais, oui, dont tu parlais ou vous parliez, je ne sais plus. Non, on se tutoie. Ouais. On ne fait pas semblant. Oui. Donc, par exemple, il y a eu un épisode dans lequel ça a été vraiment très, très bien illustré. C'était le premier confinement, l'épisode 1 du confinement 2020, avec les travailleurs essentiels et non essentiels, qui en fait n'étaient plus du tout ceux qui étaient essentiels avant. Puisque en fait, dans l'échelle sociale, y compris des salaires, etc., c'était inversé et c'était vraiment un phénomène intéressant. Alors, l'histoire a avancé autour de ça, mais on voit bien, en fait, on revenait un peu à une version initiale de la notion de travail. Et d'ailleurs, un peu l'histoire des bullshit jobs, etc., ça a toujours existé, mais c'est beaucoup revenu à ce moment-là. Donc ça, on peut dire qu'on a une sorte d'enchevêtrement de sujets qui rend le sujet, qui rend l'histoire du sens très complexe. Et en plus de ça, ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde Chance, en fait, si je remets ma casquette de chercheur, c'est un observatoire absolument génial d'une espèce de précipité sociétal, en fait, de précipité de ce qu'on voit dans la société aujourd'hui et qui, en fait, montre des quantités de problèmes. Et en fait, alors évidemment, c'est anonyme et confidentiel, donc on va pas les raconter, ça peut être des case stories, mais on peut isoler les sujets et la question, par exemple, de ce qu'on est à travers le travail est très intéressante. Il m'est souvent arrivé de travailler avec des talents sur la question. La question, c'était, je me retrouve dans un dîner, je suis en train de changer, les gens me disent « Et toi, tu fais quoi ?» Et là, j'ai envie de passer sous la table ou de partir. Et donc, en fait, parce que la question, elle est tournée autour de mon travail et pas du tout qui je suis. C'est d'ailleurs complètement le thème de Chance, quand on y réfléchit. Et en fait, c'est un travail… alors, c'est pas forcément très confortable de dire ça, mais c'est un sujet qui est complètement lié à ce dont on vient de parler, par exemple. Oui, effectivement, la question, en fait, je trouve que c'est extrêmement intéressant de réfléchir à ce que revêt le travail. Et effectivement, d'un point de vue historique, le travail, c'était lié à un devoir. Aujourd'hui, c'est un pouvoir, c'est quelque chose, déjà, il y a des possibles qui ne sont pas toujours explorés, qui correspondent à des barrières qu'on se fixe ou que la société nous fixe et qui sont objets d'un travail justement chez Chance. Mais cette multiplicité de possibles
peut être très angoissante aussi. On peut se dire déjà que c'est inaccessible, un peu comme en amour. Hein, on n'a jamais eu une multiplicité de possibles telle qu'avec Tinder, etc. Et là, bon, il y a quelque chose un peu de cet ordre qui se joue dans le travail. Donc, il y a un point effectivement sur comment créer du sens dans l'univers de possible qui est le mien et comment savoir quel est mon sens là-dedans, à l'intérieur d'un monde qui me demande de performer et d'impressionner à la question qu'est-ce que tu fais dans la vie. C'est-à-dire que le qu'est-ce que tu fais dans la vie, si je réponds par quelque chose qui contribue moyen au bien commun, comment je le présente pour montrer à quel point ma contribution me rend heureuse éventuellement, ou comment je fais pour changer tout ça et si jamais... Voilà. Il y a une question effectivement sur comment notre travail nous représente dans notre réussite, là où auparavant notre travail représentait simplement notre subsistance, quoi, notre capacité à subsister. Exactement. C'est une question qu'on se pose souvent pas du tout assez. La question, par exemple, de la représentation de la réussite sous ces différents angles, enfin, on en a parlé quand on préparait ce live. Moi, j'ai travaillé là-dessus avec des étudiants d'une association qui s'appelle Article 1 et qui font des parcours d'excellence alors qu'ils viennent d'environnements pas toujours privilégiés, ce qui est vraiment intéressant de ce point de vue-là. Et la notion de représentation de la réussite, dans ce qu'ils vont essayer de faire, vu qu'ils n'ont pas forcément tous les avantages des autres au départ, c'est extrêmement important parce que ça leur permet de se caler et de se fixer un cap beaucoup plus précis qu'on ne se pose pas toujours. Et on se retrouve parfois dans une configuration dans laquelle on est dans un creux de vague, ça peut arriver, et où on demande alors toi tu fais quoi, et globalement c'est pas du tout de savoir si on est très heureux, on a 5 enfants ou un enfant ou 6 chats, enfin, je ne sais quoi. Et en fait c'est vraiment la question de la représentation sociale à travers le travail, et ça peut être très troublant. À ça j'ajouterais peut-être un élément qui est que l'époque invite en fait dans cette discussion. Enfin, il y a un effet écho et très très fort qui est lié à la multiplication des moyens d'information. Je vais y revenir dans une seconde, mais au fait que par exemple la notion même de quête de sens, de charge mentale par exemple, de l'idée le principe même du burn-out ou de l'épuisement professionnel, qui s'est énormément développé. Effectivement, il s'est beaucoup développé, mais en fait, il y a 20 ans, on n'en parlait pas du tout de la même façon. Et je pense qu'il y a une espèce aussi de surcharge. Il y a un sociologue qui s'appelle Pierre Legrand qui est cité dans un bouquin de l'économiste Daniel Cohen il n'y a pas très longtemps et qui disait un truc que je trouve très intéressant, c'est l'homme moderne vit au-dessus de ses moyens psychiques. C'est-à-dire qu'en fait, on a une telle masse d'informations, tellement d'éléments à prendre en compte, qu'en fait, ça peut aussi assez rapidement nous dépasser et on a du mal à revenir en fait à ce qui sont les fondamentaux finalement du sens ou de ce qu'on cherche à réaliser à travers soit le travail, soit notre parcours personnel. C'est un point qu'on ne prend pas toujours en compte. Il y a un autre aspect aussi qui est important, je pense, dans les périodes dans lesquelles dont on parle en ce moment, c'est la question de l'incertitude, le sens lié à l'incertitude et à la difficulté à se projeter. Et qui est très présent, la question de l'incertitude est très présente au regard de ce qui s'est passé, notamment depuis 24 mois. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde en fait les analyses des économistes, on se rend compte que, par exemple, il y a eu des analyses qui ont été faites par des économistes américains de Stanford et d'une autre université qui s'appelle Northeastern, et qui, en fait, au début de la pandémie, essayaient d'estimer l'effondrement du GDP, qui était potentiellement le GDP, le PIB, le produit intérieur brut, donc de la production de l'économie, qui allait découler des confinements. Et en fait, ils se rendaient compte d'un truc intéressant. Alors, ça a évolué ensuite, mais que la courbe s'effondrait, parce qu'on avait genre moins 9, moins 10% de PIB. Donc, ça allait vraiment pas bien. Et en fait, dans leur analyse, ils se rendaient compte qu'il y avait 60% de l'effondrement qui était lié au facteur incertitude. C'est-à-dire que si on l'enlevait, en fait, mécaniquement, la courbe était moins mauvaise. Et ça, c'est un exemple très simple et très typique. Ça s'applique à nous tous, par exemple, le phénomène de l'incertitude. Totalement. Et c'est vrai que cette incertitude, c'est aussi traduite, alors cette incertitude associée aux nouvelles modalités de travail, au télétravail 100%, et qui était effectivement dans un contexte où on avait peur pour nos travails, a créé aussi
un mal-être au travail pour certaines personnes qui n'a pas été simple. C'est-à-dire qu'être isolé comme ça, dans une pression énorme, une pression à sauver potentiellement sa structure, à se dire que pour ceux qui travaillaient, ils avaient bien de la chance et que donc à continuer à y aller, à manger son pain noir et potentiellement à être aussi sous une pression managériale très forte, ça a créé effectivement une libération de la parole sur la santé mentale, sur la question du burn-out, etc. Mais c'est vrai que la manière dont le travail est géré en interne par le management a aussi des incidences très fortes sur le sens. Et c'est sans doute aussi lié à la conjoncture, c'est-à-dire que le fait que l'économie est menacée de s'effondrer, remenace de s'effondrer avec la guerre en Ukraine, qu'il y ait effectivement toutes ces crises qui s'amoncellent les unes aux autres, crée aussi une ambiance qui peut être très compliquée à vivre au travail et qui le vide de son sens, qui suscite également une autre crise de sens, quoi. Oui, mais dans ce que tu dis, par exemple, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on passe donc c'est le fameux concept de la permacrise, on passe d'une crise à l'autre. Mais en même temps, dans la crise, c'est vrai qu'en fait, il y a une question économique très forte, mais ce qu'on observe depuis l'épisode précédent, et c'est là où le rôle de l'État intervient, mais on va garder ça pour un autre live, un autre jour, un autre sujet, c'est qu'en fait, il y a eu une crise, elle a été très forte, et en même temps, l'histoire continue. C'est-à-dire qu'il y a un phénomène. Mais ce qui crée le stress extrême au début, c'était l'incertitude de ce qui allait se passer. On en revient au point de l'incertitude. On ne sait pas. Et c'est tout le problème de la projection qui, sans doute, joue un rôle très important dans cette histoire de quel est le sens qu'a tout ça et où est-ce qu'on va, finalement. Et peut-être de revenir à des considérations plus instantanées, si j'ose dire, ou proches et quotidiennes, peut éventuellement aider à gérer la situation, à s'en accommoder. On verra ça après. Il y a un autre élément que je vais mentionner, Judith. Tu sais bien que c'est un de mes sujets préférés, donc je vais le caser forcément. Il y a une dimension qui est très importante, je crois, dans toute cette période que nous vivons, y compris autour de la question de la quête du sens, c'est le phénomène de l'accélération. Alors, l'accélération et l'accélération sociale. Donc ça, c'est un sujet. Alors, ceux qui ont envie de lire pendant les vacances de Pâques, s'ils partent en vacances, peuvent acheter les bouquins de Paul Virilio ou de Hartmut Rosa, qui sont des filles. Alors, Virilio, il est français. Hartmut Rosa, c'est un philosophe allemand. Ils ont écrit autour de la notion d'accélération, qui est quelque chose qu'on ne prend pas du tout en compte dans tout ça. Alors, le lien peut-être avec ce qu'on fait, c'est l'accélération des informations qui nous arrivent et de la difficulté qu'on a à les traiter, puisqu'en fait, on est bombardé d'informations. On est déjà bombardé d'informations parce qu'on a accès à beaucoup plus d'informations et nous-mêmes, on sollicite beaucoup de contacts, d'échanges, d'informations. C'est toute l'accélération liée à l'accélération technologique et le monde dans lequel nous vivons, qui a un effet majeur sur nous, puisqu'en fait, on s'adapte à ça, mais ça veut dire que notre compréhension des sujets est différente de celle qu'elle était il y a 15 ans. On ne suivait pas une guerre en Ukraine, enfin une guerre il y a 25 ans comme on la suit aujourd'hui, parce que mécaniquement, il n'y a pas 2300 caméras par tank. Enfin, c'est le changement qui a été introduit par la guerre en Irak avec les équipes qui étaient embedded, enfin, qui étaient intégrées dans les trous. Ça, c'est un élément aussi important qui joue beaucoup dans la problématique du centre et qui n'aide pas à clarifier et à se forger une opinion et à avoir un discernement sur les choses, par exemple. Ça a plein d'incidences après. Je trouve que c'est effectivement, alors Virilio, de toute façon, on citera toutes ces ressources dans l'article qui suivra le live. On vous tiendra au courant, toutes et tous qui participaient au live de la publication. Et puis le replay de toute façon sera dispo, mais voilà, enfin sachez que tout ça sera renoté dans tous les sens. Je voulais quand même revenir à cette question que j'avais notée dans le texte de présentation, qui est quel besoin le travail comble-t-il? On en a parlé, on l'a abordé de mille manières déjà, mais en la relisant la question, je me suis dit qu'il y avait quand même un sujet de philo de bac ou de prépa. Enfin, c'est vraiment, vous avez 4 heures. Et j'aimerais quand même qu'on en parle de manière plus concise, mais en ayant en tête les personnes qui
souhaitent justement pouvoir se réorienter et pouvoir réinjecter du sens dans leur travail. Même si on va pouvoir répondre à cette question spécifique dans un second temps. Alors, peut-être que on peut regarder le sujet sous cet angle-là. On a vu pas mal de phénomènes autour de le contexte. Après, par exemple, si on essaie d'analyser en fait ce que ça recouvre la valeur de l'impact au travail pour chacun d'entre nous, en fait, encore une fois, il n'y a pas de réponse puisque on est tous différents. Moi, je peux peut-être proposer deux ou trois pistes ou deux ou trois études qui ont été menées. Il y en a une première qui est assez intéressante, qui date d'il y a assez longtemps. Ça, c'est dans la logique où on est à l'intérieur de son travail et en fait, on n'est pas dans un truc où on veut en partir, mais on se pose des questions sur comment fonctionne le travail et pourquoi est-ce qu'on est plus ou moins bien. Et tout l'épisode pandémique et passage au télétravail a forcément beaucoup impacté ça. Et les parcours et les témoignages des gens, des talents de chance sont très, très, très éclairants de ce point de vue. L'exemple du projet Aristote qui avait été mené par Google en 2012, c'était un projet, par exemple, qui prenait des équipes et qui essayait de comprendre ce qui créait des dynamiques d'équipe, des dynamiques au travail particulièrement positives. On les trouvait dans certaines équipes et pas dans d'autres. Et ce qu'ils avaient fait, c'est développé dans un... Il n'y a pas eu de recherche fondamentale sur le sujet, mais c'est développé dans un article du New York Times. Ils ont interrogé environ 200 personnes qui travaillaient dans une centaine d'équipes et en fait, ils essayaient d'obtenir de leur part en fait, une réponse sur qu'est-ce qui fait qu'une équipe elle est particulièrement bonne et que les gens s'y sentent vraiment bien. Et en fait, il y avait 5 clés qui ressortaient de cette étude. La première, c'était la sécurité psychologique, le fait d'être à l'aise dans l'environnement de travail dans lequel on se trouvait, à la fois vis-à-vis de l'organisation, vis-à-vis du management et vis-à-vis de ses collègues. Donc, il y avait 3 dimensions de sécurité psychologique. C'est-à-dire, on se sentait à l'aise de faire une observation sans potentiellement se prendre 3 emails des uns et des autres de réprimandes ou ce genre de choses, ou être dans un environnement de violence blanche, par exemple. Il y avait la dépendance, mais dans le bon sens. Le fait de pouvoir compter les uns sur les autres et d'être dans une logique d'équipe dans laquelle il y avait une forme de soutien et dans une logique très collaborative. Il y avait le fait qu'il fallait être dans une structure avec beaucoup de clarté, dans laquelle il y avait une bonne définition des objectifs et des moyens de les atteindre aussi. Et ça, c'est un point intéressant parce que souvent, dans la discussion avec les projets de chance, avec les talents de chance, pardon, le sujet, c'est souvent quel est mon rôle? En fait, on parle beaucoup et en fait, on se retrouve en train de dire mais quel est mon rôle finalement dans l'histoire? Et c'est une question qui mérite vraiment d'être posée dans ces organisations très grandes et matricielles dans lesquelles on peut être un peu perdu. C'est très souvent ça aussi, la thématique du sens. Donc, le quatrième point, c'est le sens. Donc pourquoi est-ce qu'on travaille? Est-ce qu'on cherche à faire? Et l'impact. Et l'impact est devenu beaucoup plus présent, par exemple, par rapport au travail en version historique, la question de l'impact était beaucoup, beaucoup moins importante. On avait une fonction, on produisait du pain, on était notaire, on était médecin, on avait un impact à l'échelle de la société locale, mais l'impact est devenu un sujet très différent. Ça, c'est une clé de lecture, par exemple. Oui, et la question de l'impact et de l'échelle de l'impact est très intéressante. On l'avait abordé lors d'un live que je reciterai dans l'article. Mais c'est vrai, en 3 mots, la question là qui s'est posée lors des confinements de l'impact, c'était, les professions essentielles avaient un impact, l'impact que tu décris là, c'est-à-dire le médecin, le boulanger, le ou la caissière caissière qui donc permet aux personnes de manger. C'était les professions qui permettaient en fait au monde de subsister. Et ensuite, effectivement, l'échelle de l'impact, c'est est-ce qu'on veut sauver le monde? Est-ce qu'on veut sauver ses collègues? Est-ce qu'on veut, sauver entre guillemets, hein, est-ce qu'on veut contribuer au bien-être de son village, de sa ville, de son pays, de la planète et de l'écologie au sens large. Et c'est vrai que c'est des questions qui se posent de manière très claire et qui doivent effectivement être posées en corrélation avec le type de lieu au sein duquel on veut exercer et avec qui on veut exercer. C'est vrai que on se rend compte, j'ai parlé plusieurs fois avec des gens qui me disaient qu'au fond, pour eux, ce qui avait le plus de sens, c'était d'être dans une équipe qui avait du sens, une équipe super, et que limite où ils exerçaient leur travail,
avaient finalement moins de poids. L'impact de leur travail avait moins de poids que l'ambiance au sein de l'équipe qui, elle, apportait tout son sens en fait à la contribution quotidienne. C'est un peu c'est une partie de l'analyse du projet Aristote de Google. En fait, c'est que, en fait, il y a le sens, l'impact, mais en fait, moi, je trouve que ce qui est très intéressant dans l'analyse de Google, c'est la notion de sécurité psychologique. Je trouve ça très fort, en fait. Parce que c'est vraiment quelque chose auquel on ne pense pas, mais de se sentir, en fait, à l'aise dans son environnement de travail, ce qui n'est pas du tout toujours le cas. Donc ça, c'est vrai que c'est un élément très fort. Il y a peut-être il y a une autre façon de regarder le sujet, donc là, je sors une nouvelle grille de lecture. C'est en fait une autre analyse qui a été menée il n'y a pas très longtemps et qui se poursuit autour du sens et qui en fait essaye parce qu'il n'y a pas vraiment d'analyse ou de méthodologie en réalité autour de la quête du sens. Donc, c'est essayer de trouver 5 modes de rapport au travail, ou pour revenir à ta question de départ, en fait, ce qu'on cherche à travers le travail et quelle est notre grille d'analyse, un peu comme la grille que les talents sont invités à remplir pour eux-mêmes à travers le parcours sur les impératifs, les piliers, etc. Donc, si on prend par exemple, il y a 5 façons de voir le truc. Il y a le travail sous l'angle de la transformation, c'est une autre lecture. Le travail comme moyen d'inventer le monde de demain. Donc, on rejoint l'histoire de l'impact, qui était beaucoup moins vrai avant. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé à travailler il y a une vingtaine d'années, la question de transformer le monde de demain, c'était plutôt est-ce qu'on peut s'assurer que tout le monde a des téléphones portables? Enfin, on n'en était pas du tout à un impact sociétal. Donc, il est arrivé finalement. Et d'ailleurs, il y a une dimension générationnelle pas du tout négligeable. Donc, il y a la transformation. 2, il y a l'impact, le travail comme moyen d'avoir une utilité sociale. 3, il y a l'ascension ou l'ambition, c'est-à-dire le travail comme moyen de progresser. Alors, progresser monétairement, socialement, d'un point de vue professionnel, enfin, toute la dimension de l'ambition de travail qui est parfaitement respectable. Il y a l'introspection, qui est le travail comme moyen d'épanouissement personnel, qui n'est pas forcément toujours complètement compatible avec les autres, d'ailleurs. Et puis, la question de l'équilibre, 5e point, le travail comme moyen de gagner sa vie. Et en tant que tel. Et ça, en fait, c'est une autre façon d'appréhender en fait ce qu'on peut rechercher à travers le travail et de voir en fait dans quelle mesure est-ce qu'on y trouve un sens, parce qu'on ne peut pas forcément trouver dans un travail des éléments qui cochent toutes les cases. Ça n'existe pas forcément. On a forcément une grille des points les plus importants et des moins importants. Ça rejoint d'ailleurs la méthode des 4 piliers, la méthode de chance, qui, je peux peut-être te laisser la rappeler puisque c'est toi qui la mets en exécution dans les parcours des talents que tu suis. Mais c'est vrai que c'est ça, enfin, l'idée de pouvoir vraiment proposer une grille d'analyse aux talents selon les 4 piliers qui sont. Je te laisse. On est 3 sur 4. je compléterai. Bah alors la finalité, les métiers, l'environnement, il m'en manque un. Alors, finalité, environnement, métier et impératif. Très important, les impératifs. Indispensables. On va faire un live d'ailleurs bientôt sur la question. Une petite session. Mais oui, les impératifs, c'est absolument nécessaire. C'est-à-dire que c'est aussi bien les impératifs de salaire que les impératifs géographiques, les impératifs de santé, de famille, les impératifs personnels en fait et non négociables qui doivent obligatoirement trouver leur place et être d'une manière ou d'une autre comblés. Après, il y a une fois de plus des grilles de priorité à établir et toute une réflexion à faire autour de ça. Mais il s'agit de pouvoir trouver un travail qui répond à nos besoins de contribution, aussi bien par le métier que par l'impact et par l'équipe au sein de laquelle on l'exerce, qu'avec les impératifs. Du coup, revenons au cœur de notre sujet, sauf si tu as quelque chose à ajouter à ce que je viens de dire. Tout à fait. Donc, si on revient au cœur du sujet, comment, par le coaching, peut-on réinjecter du sens au travail quand on a l'impression que le monde s'effondre? Tu as suivi de nombreuses personnes qui, chacune dans leur singularité, avaient un rapport au travail à résoudre. Donc, par où commencer, selon toi, pour aborder son épanouissement personnel en accord avec ses besoins personnels et ne pas se laisser par ce sentiment catastrophiste? Est-ce que tu aurais une méthodologie à partager aux personnes qui suivent ce live aujourd'hui? Eh bien sûr, j'ai une recette.
et comme ça, tout sera réglé. Non, ça serait trop simple. Mais non, en revanche, il y a plusieurs façons de regarder le truc. Je pense que ce qui est intéressant, et chance encore pour ça, c'est absolument fascinant comme observatoire de ces types de sujets. Je pense que les gens qui arrivent, les talents qui arrivent à l'intérieur de Chance, en fait, la première chose, moi, ce que j'observe déjà, c'est la difficulté pour chacun à valoriser ses compétences. Et d'ailleurs, c'est très lié souvent à l'histoire du sens, parce que le sens, la question du sens dans les entreprises, on n'est pas entré dans le détail de comment ça va dans les entreprises de télétravail, la dématérialisation, etc. Mais ça a un impact, évidemment, très, très fort. Et on peut se retrouver avec pas mal de questionnements autour de la confiance en soi, puisqu'en fait, tout cet environnement peut remettre en question ce qu'on a fait avant. Ce qui est intéressant, c'est de se retrouver, par exemple, dans des discussions sur les compétences avec des talents à qui vous dites, voilà, racontez-moi un peu vos compétences, votre parcours, etc. Ils vous font la version. Et puis, à la fin, ils disent, mais en fait, j'arrive pas à identifier mes compétences. Et donc là, il m'est arrivé souvent de leur dire, c'est quand même intéressant parce que moi, je les ai, vos compétences. Elles sont là, elles sont écrites là. Je les ai écrites sur mon papier. Elles sont très claires, vous venez de me les dire, mais vous n'arrivez pas à les valoriser. Ça, c'est un premier point déjà de travail sur soi-même qui est important parce qu'il faut quand même revenir au fondement, c'est-à-dire à la réalité. C'est-à-dire qu'on peut être dans un espace extérieur sur Internet où en fait on suit les crises les unes après les autres, mais en réalité, il faut revenir à soi-même. C'est un peu se réancrer en quelque sorte. Ça, c'est point numéro 1, je pense. Et ça, c'est les compétences, les atouts, tout le travail notamment du début de l'introspection. Ouais, et donc ça, c'est quand même très lié aux croyances limitantes, au syndrome de l'imposteur, qui sont sans cesse travaillés au cours du parcours d'ailleurs. Et qui sont, comme on le sait, des constructions d'esprit. Donc, Totalement, totalement. on enferme dans des boîtes et qu'on range dans une étagère pas trop loin pour les garder sous la main, mais les gérer. Mais oui, effectivement, on peut être complètement enfermé dans ses croyances. Donc, il y a ce premier aspect. Après, il y a un autre aspect qui tourne autour de l'environnement de travail. Je pense que souvent, parce qu'il y a cette fameuse typologie, je ne sais pas si elle a évolué en pourcentage de chance, qui consiste à dire qu'il y a, je crois, 40% qui font vraiment un job différent, 40% des talents qui restent dans leur job ou qui font un rechoix, et d'autres qui évoluent, je crois que c'est 20%, vers un job un peu, ils font un pas de côté. Je ne sais plus si j'ai les bons chiffres dans le bon sens. Oui, non, c'est ça. Et effectivement, les 40% qui restent dans leur job, en fait, font quelques ajustements avec leur management et se rendent compte qu'en réalité, leur boulot comble leurs besoins à quelques détails près qui relèvent de la négociation. Ou alors de la perception d'eux-mêmes. Parce que, en fait, c'est un peu un 360 sur soi-même aussi. J'ai des exemples, notamment d'une des premières personnes avec laquelle j'ai travaillé, talent, avec lesquelles j'ai travaillé sur Champ, qui était, donc je ne peux pas dire qui c'est, parce qu'évidemment, c'est confidentiel, mais qui était extrêmement smart, évidemment, et dans une entreprise technologique, et en fait, qui avait l'impression d'être un peu devenu le passe-plat de service, alors qu'en fait, ce n'était pas du tout le cas. Et en fait, alors, il a développé un projet en cours de route, mais ce que le parcours a surtout fait, c'est que ça lui a permis de se recabler ou un peu de resserrer ses boulons par rapport à son environnement. Et il est reparti avec un sac à dos plein de nouvelles stratégies pour appréhender complètement son environnement de travail dans lequel il était toujours. Il n'avait pas changé de job, le gars. Donc, c'est un exercice qui peut nécessiter de décrypter, de regarder les choses sous un autre angle. Et c'est ça tout l'intérêt de l'accompagnement et donc du coaching. Et je pense qu'il y a un aspect en fait qui est important aussi, c'est que toute la problématique autour du sens et plus globalement de que fais-je de mon travail, où vais-je, etc. C'est pas forcément quelque chose qui est très facile à aborder. Et en fait, il n'y a pas toujours un espace complètement dédié pour ça. On ne peut pas toujours en parler au travail parce que le questionnement est problématique, peut être problématique. On ne peut pas toujours en parler avec ses proches ou avec sa famille parce que, en fait, on peut leur faire peur. Enfin, les gens nous renvoient leurs propres peurs. Donc, c'est pour ça que la discussion est compliquée. Et cet espace dans lequel on peut explorer ces problématiques de sens et d'avancer, de les décrypter et de les peut-être détendre, c'est tout l'intérêt de ce parcours et qui fait qu'à la fin, en fait, on n'a pas répondu à toutes les questions. On va voir qu'il y a des petites stratégies à mettre en œuvre, mais on n'a pas répondu à toutes les questions, mais on a peut-être remis en perspective soit son travail, soit son rapport au travail, soit son rapport à la charge mentale, etc. Et quelles sont les stratégies à mettre en œuvre alors ? Alors, moi, je pense qu'il y a plusieurs façons de faire.
il y a une dimension, par exemple une piste, c'est de se mettre en position méta, justement, de profiter de l'introspection pour explorer, parce que finalement, ces crises, ces phénomènes qu'on observe, c'est une forme de changement très, très majeur qui s'exerce à nous, qui s'exerce sur nous, et on doit appréhender le changement en tant que tel. L'appréhension, le paradigme du changement, il existe toujours. Mais en fait, on peut se dire quel est l'impact sur moi de ce changement et de l'explorer en se posant différentes questions. Par exemple, que m'inspire ce que j'ai vécu depuis 2 ans en termes d'émotions, de réactions, de besoins? Quel lien je peux faire avec d'autres changements que j'ai vécus? Comment j'ai vécu ces changements? Qu'est-ce que ça m'apprend sur moi? Où est-ce que je suis très adaptable et où est-ce que je suis moins adaptable? Qu'est-ce que j'ai observé chez les autres? Parce qu'en fait, les autres ne réagissent pas comme moi. Qu'est-ce que j'apprends de ça? Parce que ça me permet de comprendre que je dois fixer ma propre boussole et que ma boussole n'est pas la même que celle des autres. On ne peut pas être dans une espèce de système réflexif tout le temps, ça ne marche pas. Et donc, globalement, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conclusion de cette crise en matière de gestion de soi? Et accepter la perception des autres, ou alors des réactions différentes, ou alors accepter que l'environnement n'est pas parfait. Donc, on ne peut pas avoir tous les impératifs à la fois, par exemple. Ça, c'est une façon de regarder le sujet. Et d'ailleurs, il y a une dimension qui est assez intéressante, c'est cette personne qui s'appelle Nicolas Nassim Taleb qui a développé le concept du signe noir, un peu l'événement terrible qui arrive une fois de temps en temps. Il a été très, très cité pendant l'épisode Covid et il est un peu revenu ces derniers temps d'ailleurs. Il avait développé une notion qui était celle d'antifragilité. Et il a un livre qui parle de ça, qui s'appelle Les bienfaits du désordre, et qui disait que l'idée, c'était d'appréhender les crises comme des moments de renforcement et de transformation plutôt que de désastre. Mais pour ça, il faut un peu se brancher. C'est pour ça qu'il faut parfois se recabler ou un peu upgrader son logiciel, en quelque sorte. Ça, c'est une première dimension, la position méta. Une deuxième dimension, moi, ce que je pourrais proposer, c'est de aussi revenir pour atterrir, de réfléchir à la bonne information et comment est-ce notre compréhension de notre environnement, y compris de travail, bien sûr. Hein. Et ça, en fait, ça rejoint mon point sur l'accélération, qui est qu'en fait, on est totalement bombardé d'informations, on en a dans tous les sens. Et en fait, tout ça, ça alimente des quantités de phénomènes, y compris l'addiction, l'utilisation des réseaux sociaux contribue à ça, et de choisir en fait sa bonne information et de revenir exactement sur ce qui sont nos fondamentaux à nous. Et alors, je vais vous donner un exemple. Il y en a eu d'autres, mais c'est celui que j'échangeais avec mes fameux étudiants d'article 1 avec lesquels j'ai beaucoup bossé pendant le confinement pour les accompagner pendant cette période. C'est qu'en fait, il y avait des études qui ont été menées en Chine en mars 2020, au début du confinement. Donc, ça avait commencé un peu avant chez eux, c'est très violent. Alors, ces études, elles disaient par exemple que les catégories 18-30 ans étaient celles où les scores de détresse psychologique étaient les plus importants, en comparaison, par exemple, de la tranche 50 ans et plus. Et ça, c'était explicable. Entre autres, il n'y avait pas d'explication fondamentale, mais des faisceaux d'explications, c'était l'instabilité financière, l'isolement social, parce que chacun était confiné chez soi, l'éloignement de la cellule familiale ou de ses amis, l'exposition très forte aux réseaux sociaux, et à un très nombreux flux d'informations. C'était les principaux points qui ressortaient. Et en fait, la difficulté à se forger une opinion sur ce sujet. Dans le cas de la pandémie, on savait par exemple que si on avait une information claire et simple sur ce qu'il fallait faire et les mécanismes de protection, etc., et éventuellement la confiance dans l'action menée par les pouvoirs publics, après on peut avoir l'avis qu'on veut sur la question, ça diminuait le risque d'anxiété, parce qu'on peut se reposer sur quelque chose de concret. Oui, et puis il y a peut-être le fait aussi quand même d'ajouter à une vie, effectivement, on devient très récepteur d'informations toutes plus anxiogènes les unes que les autres, des espaces à soi. Ce qui a un élément qui a été intéressant pendant la crise Covid et le premier confinement en particulier, c'est que les gens ont fait du yoga. Tout le monde s'est mis à faire du yoga, s'est mis à faire du pain, s'est mis à faire des choses qui les déconnectaient en fait et leur apportaient un bien-être qui était nécessaire et qui les éloignait l'espace d'un instant de cette crise et donc leur apporter quelque chose de très concret. Donc il y a peut-être ça aussi, comment en fait injecter du sens dans sa vie professionnelle, peut-être déjà en apportant dans sa vie personnelle, en s'éloignant de temps en temps, en se laissant des plages de temps. C'est une hypothèse, hein, peut-être que
Mais avec le rééquilibre, enfin, c'est invité dans la discussion, le potentiel rééquilibre lié en fait au mode de travail hybride et au télétravail, alors qui est apprécié de diverses façons selon les personnes, mais qui permet de réajuster dans un certain nombre de cas, effectivement. Et c'était un des avantages enfin, des épisodes successifs de confinement, comme tu les as. Et c'est bien parce qu'en fait, ça permet, encore une fois, c'est exactement le point de revenir sur soi, en quelque sorte, et de pas être complètement absorbé et pris dans cette espèce de tourbillon infernal, un peu l'histoire de la permacrise, et d'éviter de se retrouver un peu dans le syndrome de, je ne sais pas si vous vous souvenez de la discussion où, à un moment donné, il y avait l'exemple de la France où il y avait 65 millions d'épidémiologistes. Tout le monde en avait un avis. C'était absolument fascinant, si j'ose dire. Donc, on était face à une vérité scientifique qui n'existait pas parce qu'on ne la connaissait pas, mais tout le monde avait un avis hyper clair sur le sujet. Et en fait, au lieu d'avoir une information très précise sur comment se protéger, quoi faire, etc., on partait dans les discussions sans fin. Bon, on peut, hein, mais l'idée de revenir vers soi était importante. Donc ça, c'est vrai. Et d'ailleurs, un point que moi j'ajouterais par rapport à ce que tu dis, c'est le fait justement de se remettre en perspective et de se remettre un peu dans le temps long aussi. On est dans le temps très très court. Et là, c'est là où je recase de nouveau mon accélération, troisième fois. Donc, le temps long, c'est celui dans lequel on essaye de se projeter et de revenir à justement quelle est notre boussole et ce vers quoi on tend. Il y a cette notion que moi je trouve toujours très marrante, très intéressante des taoïstes qui parlent du vide fertile. C'est cette idée qui, en fait, s'apparente un peu à l'ennui. Quand on dit aux enfants, c'est bien si tu t'ennuies un peu, parce qu'en fait, tu vas te poser et en fait, tu vois, il va se passer plein de choses ensuite dans ta chambre. Et donc, ceux qui ont déjà testé comprendront sans doute ce que je veux dire. Et le vide fertile, c'est genre se mettre en mode plat. Et en fait, généralement, les choses apparaissent sous un angle différent. On n'est plus dans cette espèce de tourbillon absolument infernal dans lequel on peut se trouver par ailleurs. Ça, c'est une autre dimension, de se placer dans un horizon de temps un peu différent. Oui, c'est comme ça qu'émerge l'imagination, la création, la créativité, une forme de contemplativité, de poésie. Et c'est des choses qui sont très importantes, c'est vrai. Hein, le simple fait, voilà, dans le bus ou dans le train ou dans le TER, de temps en temps arrêter de regarder son téléphone pour regarder par la fenêtre, c'est quelque chose qui, tout d'un coup, peut changer le rapport au monde et peut énormément apaiser pour la journée qui va se dérouler après. Complètement. Et dans le parcours d'introspection de Chance, par exemple, ce qui est vraiment intéressant, c'est que justement, comme ça invite, et d'ailleurs, les talents prennent pas mal de temps, et c'est bien en fait. Ce sont des activités qui nécessitent de la bande passante, qui nécessitent un peu de temps. Et en fait, c'est vraiment bien de les encourager à prendre le temps de faire ça, parce que ça leur fait retourner en arrière sur les activités qu'ils aimaient beaucoup. Moi, je trouve ça extrêmement intéressant au fil des parcours, des gens qui au départ vous disent quand j'étais petit, rien de enfin, je n'ai pas de souvenirs particuliers. Et puis au fur et à mesure que ça avance, ils trouvent ça long au départ. Et puis un jour, ils arrivent, c'est un peu comme s'il y avait deux synapses qui s'avaient fait ping. Et soudain, il y a des gens qui disent, mais oui, en fait, je sais. Voilà. Alors ça, j'avais complètement oublié. Et je vais explorer ce truc-là parce que mes compétences transposables, je peux les utiliser pour tel sujet. Et en fait, celui-là, il m'intéresse vraiment. Je n'y pensais plus. Il était sous-poche de mon sac à dos. Je ne sais pas où il était passé. Et ça, c'est exactement le même phénomène. L'introspection et ce travail un peu long, en fait, peut produire des effets très intéressants. Ouais, et c'est vrai que pareil, ça met encore en perspective le fait que on parle de comment la crise de sens nous touche, donc ce que nous fait la société finalement, mais il y a aussi ce que nous fait la société, notre petite société. À nous avoir mis sous couvercle dans des aspirations de départ qui pouvaient être très fortes et que tu expliques là. Enfin, c'est-à-dire qu'effectivement, le fait que certains choix aient été discrédités, étaient considérés comme un petit peu moins ambitieux, un peu moins à la hauteur ou trop ambitieux, au contraire, tout d'un coup, pouvoir les faire réémerger et s'apercevoir qu'ils sont tout à fait à notre portée. Enfin, c'est pas nécessairement de devenir astronaute, hein, des rêves d'enfants ou d'adolescents. Enfin, l'adolescence, c'est une période qui est très intéressante à explorer aussi et qui l'est durant le parcours Chance, enfin, de temps à autre, hein, par pointillés. Mais cette possibilité de rêver et de se projeter et de s'imaginer au monde, et notamment au travail, c'est quelque chose qui est assez vite obstrué par un regard de la société qui nous dit, et de nos parents, de nos profs, etc.,
qui nous ont dit que c'était pas pour nous. Alors, il y a un élément de. Enfin, alors après, ça devient un peu sociologique, mais il y a un élément de prédétermination sociale, mais qui fonctionne à travers les classes sociales d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'en fait, ce qu'on voit aussi, c'est un élément compliquant, si j'ose dire, c'est que dans les parcours des talents, on observe souvent cette problématique de la phase avant le travail ou d'études, en fait, a souvent été prédéfinie. En fait, les gens sont entrés dans, enfin, c'est très français aussi, sont entrés dans une voie s'ils le pouvaient, et puis en fait, ils ont suivi cette voie sans vraiment nécessairement se poser la question, sans devenir des. C'est pas vrai de tout le monde, bien sûr. Et en fait, ils arrivent 15 ans après en ayant un récit de vie, en disant non, mais en fait, bon, j'ai fait des trucs intéressants, mais à la base, ça n'avait strictement rien à voir avec ce que je voulais faire. C'est-à-dire que j'ai un exemple comme ça de talent, c'est absolument fascinant, qui a un job. Mais en fait, en faisant son analyse lui-même, il a pris conscience de ça. Je pense à la première séance, il m'a dit, en fait, je faisais ça comme étude, j'adorais. Et puis, mais en fait, on m'a dit de faire autre chose parce que le cocon familial ou le formatage familial faisait que je devais faire ça. Et donc, je suis parti dans une voie et en fait, je n'en suis jamais sorti et j'en suis là aujourd'hui. Il y a cet élément aussi, mais qui est difficile à remettre sur le tapis parce que en fait, ça peut conduire à des remises en cause assez dures. Et c'est ce qu'il faut éviter aussi, parce que un des points, je pense, importants de cette histoire du sens, c'est aussi de se dire, si on veut changer en fait la donne, il faut toujours partir du réel et transformer le réel. C'est pour ça que de revenir à soi est vraiment important. C'est-à-dire que effectivement, moi, quand j'étais petit, j'avais très envie d'être cosmonaute, comme c'est pas très original, mais bon, j'ai de très mauvais yeux, comme vous pouvez l'observer. Bon, en fait, j'ai dû remettre ça sur j'ai laissé ça de côté, puis j'ai fait autre chose. Et ça, c'était logique. Mais en fait, aujourd'hui, devenir un spécialiste de la permaculture, par exemple, pourquoi pas? Mais est-ce que je suis absolument câblé pour ça? Pas sûr non plus. Donc, c'est là où, en fait, il faut essayer d'ajuster et d'être adaptable, mais proche de la réalité et d'avoir un parcours d'avoir un raisonnement qui tient la route, en quelque sorte, pour ne pas partir dans une voie complètement débloquante. Oui, oui, il s'agit évidemment d'aboutir à un projet qui soit réaliste et surtout pas précarisant. Enfin, mais il est possible d'être réaliste tout en étant en adéquation avec des aspirations profondes. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui. Enfin, il y a un tel imaginaire du rêve que finalement, enfin, on a l'impression que et un tel imaginaire aussi de ce qui est réaliste que on a l'impression que c'est un casse-rêve, le réalisme, alors qu'au contraire, ça peut être un révélateur et quelque chose au sein duquel on peut se déployer et qui n'est pas du tout en antagonisme avec des aspirations très fortes qu'on peut vouloir mettre à exécution dans sa vie professionnelle. Oui, et d'ailleurs, cette logique-là, elle invite, quand on retourne en arrière, c'est le lien, enfin, avec ces éléments autour des envies et de ce qui nous donne du plaisir, en fait, aussi, parce que c'est quand même beaucoup plus intéressant d'être dans un travail qui va apporter un certain plaisir. Il y a des gens qui peuvent complètement se passer de ça, donc ça c'est très bien, mais c'est quand même quelque chose vers lequel on peut tendre et aller chercher, en fait, les éléments qui étaient très structurants pour nous quand on était enfant, où on prenait beaucoup de plaisir et il y a beaucoup de questions qui tournent autour de ça dans le parcours. Ça peut nous reconnecter à quelque chose qui va nous servir ensuite, et qu'on a. C'est comme la notion d'avoir une fibre artistique. C'est pas toujours utile à un moment donné. Et en fait, on l'a pas exploitée, puis d'un seul coup, elle apparaît. Et peut-être que juste pour finir sur ces différents points, parce que je vois le temps qui complètement, pardon. C'est que, en fait, donc, si on résume, on a cette position méta, on a cette espèce de rapport à la compréhension de notre environnement et notamment à travers l'information dont on a parlé. Le temps long, et puis peut-être 3 points d'appui, en fait. C'est d'abord revenir sur, travailler à travers ce parcours, entre autres, mais en général, sur la confiance en soi et sur nos facultés d'adaptation. Et ça revient aussi à mon point sur qu'est-ce que j'apprends du changement et comment je m'adapte à celui-ci. Ça permet en clarifiant les compétences, en imaginant. Et d'ailleurs, en fait, en clarifiant les compétences, c'est en se disant tout ce que j'ai fait avant, ça va me servir ailleurs. C'est pour ça que, par exemple, moi, le terme de reconversion, je suis pas un grand fan parce que ça ressemble un peu à, allez, on range l'épisode d'avant et puis on commence un truc complètement différent. Mais non, parce qu'en fait, on s'efface pas et on recommence pas du jour au lendemain. Au contraire, on se trimballe avec notre petit sac à dos de compétences et qui nous donne plein de valeurs. Complètement d'accord. C'est vraiment un truc bizarre avec la reconversion. Mais bon, ça, c'est un autre débat pour un autre rêve.
il y a l'ajustement au quotidien et à la réalité de la situation. Donc, ça, c'est la stratégie. Enfin, c'est de revenir à des considérations, y compris de proximité, de recréer des choses avec ça, enfin, de développer des choses avec les siens, d'être dans une logique proche et de chercher le soutien et être dans une logique relationnelle très, très étroite avec les gens pour recadrer, recontextualiser et sortir d'une espèce de situation dans laquelle on pourrait partir un peu dans les tours parce qu'on serait dépassé par notre environnement, sur lequel on n'a malheureusement pas vraiment de prise. Et d'ailleurs, à ce sujet, il y a une étude intéressante qui est cette étude qui a été menée par Harvard il y a 6 ou 7 ans de ça, qui est cette étude qui s'appelle, en traduit, c'est l'étude sur le développement de l'adulte, qui est une étude qui a duré pendant 70 ans sur un panel de plus de 700 ou 800 personnes. Ça a commencé en 1938 et ça cherchait à définir quels étaient les éléments principaux de l'épanouissement personnel et du bonheur à long terme. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que l'étude était très large. Il y avait, par exemple, au début de l'étude, il y avait Kennedy dans l'étude. Il y avait un mix de population très marrant. Et ce que ça dit, en fait, c'était que c'était globalement la création, le maintien et le tissage de relations interpersonnelles très fortes sur le long terme qui étaient en fait un vrai facteur d'épanouissement parce que en fait toutes les petites histoires, les petites crises plus ou moins grandes, en fait on les voit à court terme parce qu'elles sont devant nous, mais en réalité si on se projette encore une fois dans le temps long, ce qui était l'intérêt de cette étude, on voyait en fait ce qu'en retirait des gens qui avaient vécu pleinement leur vie. Et je vous invite à aller voir le TEDx du gars qui pilote ce truc et qui s'appelle Robert Waldinger, qui est très intéressant, par exemple, qui remet bien les idées en place sur le sujet, qui est une autre goodie pour le week-end. Je vais le poster, je le poste tout de suite. Hop, tac. Alors, super, bah ah bah c'est bon Lou, je l'ai posté. Je vois. Très, très intéressant, très simple, très retour au basique, mais très rassérénant, je trouve. Et est-ce qu'il y a d'autres points dans les points d'appui que tu évoquais? Tu parlais. Non, je crois qu'on a à peu près fait. Enfin, il y a vraiment ce truc autour de la confiance en soi et essayer d'atterrir et autour de cette revalorisation, parce que souvent la question que se pose, la question des talents à travers Chance, c'est souvent autour de la confiance en soi et qui parfois a été perdue. Enfin, elle est partie, on ne sait pas bien où, et de la retrouver et de la recréer, c'est un peu comme si on lui redonnait de l'oxygène. C'était un peu comme si on avait un ballon un peu avec un peu moins d'air, et on le regonfle. Ça, c'est très important. Il y a une activité dans le parcours Chance qui est très intéressante et qui est très révélatrice, enfin, qui a un effet d'émotion et de catalyseur très puissant sur les talents et qui a lieu au début, c'est celle du feedback des proches. Comment on peut, est-ce que tu aurais une technique là en quelques minutes sur comment demander un feedback à son entourage? Quelles sont les conditions pour le faire bien? Oui, alors d'abord, je pense qu'il faut y aller pas en se cachant. Enfin, il ne faut pas y aller en se cachant derrière un truc, en n'étant pas à l'aise. Donc, en posant les bonnes questions. Alors, parfois, il y a des gens qui sont très à l'aise avec le concept d'envoyer du feedback à 25 personnes, ça leur va très très bien, ils gèrent le truc parfaitement. Là où c'est plus délicat, c'est qu'en fait, c'est qu'on se demande ce qu'on va récupérer comme feedback. C'est un peu comme que se passe-t-il si je commence une logique d'accompagnement, voire une thérapie. C'est-à-dire, dans quel espace je vais arriver, qu'est-ce qui va me revenir. Dans ces cas-là, moi, ce que je conseille aux gens, c'est de dire allez-y progressivement. N'envoyez pas le truc à 25 personnes, testez sur 2 ou 3 personnes et vous allez voir que le feedback, généralement, il va vous surprendre, il va vous donner énormément de confort et il va vous rassurer. Et en fait, il va vous aider en fait, à capter des choses de vous que vous ne voyez pas. Et puis après, une fois que vous avez fait cet exercice, en fait, vous pouvez élargir la logique du feedback si en fait, c'est quelque chose qui n'est pas facile pour vous. Et donc ça, c'est une dimension, parce que c'est souvent ça le truc. Ils leur disent, ouais, mais j'ai pas tellement envie, parce que et ils veulent demander du feedback à une personne qui est genre leur femme, enfin, ou leur conjoint, pardon.
Ce qui est super. Hein. Mais même là, hein, moi je l'avais fait le parcours chance en arrivant chez Chance et j'avais demandé effectivement à mon compagnon. Et même là, j'avais été très surprise parce qu'il y avait beaucoup de choses qu'il m'a dites pendant ce feedback, qu'il m'a écrites en l'occurrence, qu'il ne m'avait jamais dites, qu'il ne m'avait jamais formulées de cette manière-là. Et donc ça a été très émouvant, ça a été un vrai révélateur sur des points perçus de force dont j'ignorais absolument non seulement l'existence, en tout cas la manifestation si forte, mais aussi que ça existait dans son regard à lui. Donc c'est quelque chose qui est très fort, ouais. Enfin, même dans cet entourage très très restreint. Enfin, il ne faut pas en avoir peur, c'est une injonction, donc ça ne marche pas ce que je suis en train de dire, mais Oui. il faut tester, il faut y aller à son rythme en fait, parce que soit en fait on est très à l'aise, soit on module les questions, et puis on peut le faire par cercle concentrique et en récupérer au fur et à mesure, mais en réalité ça va complètement dans le sens de la discussion autour de ne pas rester dans sa bulle en fait, et notamment dans une période de crise et dans la situation dans laquelle on est, la pire des choses c'est d'être dans sa bulle, d'être enfermé dans son appartement en se disant bon alors il y a quand même toujours un virus, donc guerre en Ukraine, il y a tous ceux qui se demandent s'il n'y a pas la guerre qui s'étend ailleurs, enfin bon, bref, tout un tas de considérations hyper intéressantes, mais on ne va pas régler le problème si on est enfermé chez soi, sans interagir avec d'autres pour trouver soit du réconfort, soit de l'échange, soit du recadrage, enfin, c'est un élément essentiel. Et le feedback, dans une certaine mesure, dans le travail, c'est la même chose. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions pour continuer d'alimenter cette conversation? Alexandre, merci infiniment. Hein. Ça a été particulièrement éclairant, tout ça. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça tout à fait passionnant et je suis ravie à l'idée de devoir m'atteler à écrire l'article qui retracera tout ce qu'on s'est dit là. Valérie dit que c'était passionnant. Donc voilà, sache-le. Carole demande un point technique, l'outil feedback au moment où j'ai dû pratiquer. Écoutez, Carole, je vous avoue que je ne sais pas. En revanche, ce que je sais, c'est que l'outil feedback a fait l'objet de beaucoup de retravail. Donc il est fort possible que oui. Voilà. Merci Carole de dire également que Chance vous a permis d'être bienveillante avec vous-même, ce qui n'était pas le cas en début de parcours. C'est vrai que cette bienveillance et cette confiance en soi qu'apporte Chance sont des points qui sont très importants et qui sont des réels antidotes, je pense, dans un contexte aussi compliqué que celui qu'on traverse. Je vois qu'il y a des questions également. Des questions du côté du chat. Clotilde demande si la personne à qui est réclamé un feedback demande un exemple de formulation ou de structure à suivre, comment peut-on l'aider? C'est une question technique qui me semble tout à fait intéressante. Alors, oui. Alors, en fait, nous, on n'a pas vraiment accès à l'outil Feedback Me. Donc, c'est un peu compliqué pour moi parce que je ne sais pas exactement quelle est la forme que prend le feedback qui est envoyé aux gens. Moi, je pense qu'il faut se caler sur 2 ou 3, ou alors de faire un feedback général de comment tu me percevais à travers mon travail, ou alors sur des points spécifiques de collaboration, enfin des sujets qu'on va. L'idée, évidemment, étant toujours de poser des questions les plus ouvertes possibles. Oui. Pour évidemment la question ouverte essentielle pour éviter d'enfermer la réponse et d'obtenir le plus de substance, de matière. Pardon. Et puis il y a un point aussi sur le fait de ne pas, en tout cas moi ce qui m'avait frappé et ce qui peut être assez inhibant à l'idée après l'envoyer et demander, c'est qu'on demande en fait des choses qui sont positives. On demande nos forces, nos plus grandes qualités. C'est pas évident de poser cette question, y compris à des personnes très intimes d'ailleurs. Parce qu'on n'est pas dans une société qui valorise ce genre de rapport humain, hélas. Mais on n'est pas à la pêche au compliment, on est à la pêche à quelque chose qui sera constructif. Donc, la meilleure manière peut-être de demander de proposer une structure, c'est celle d'être constructif. Voilà. C'est
c'est peut-être la direction la plus générique, mais en même temps la meilleure à donner à quelqu'un qui ne sait pas comment construire son feedback. Oui, et enfin, c'est aussi, je pense, d'essayer d'être capable de poser en fait les questions les plus simples et qui les plus importantes, parce que c'est souvent la difficulté de ce parcours, c'est un peu comme c'est un peu comme poser la question, mais en fait, qu'est-ce que tu veux? Répondre à la question, qu'est-ce que tu veux vraiment, qui peut être une sorte de question un peu générique du parcours chance, et qui est extraordinairement difficile à répondre, parce que c'est très difficile parce qu'elle est très globale et ça nécessite une grande introspection, et donc en fait ça peut vraiment compliquer les choses, mais de définir en fait la meilleure question possible par rapport à ce dont on a besoin, ou alors de la laisser la plus large possible. Je pense que nous arrivons à la fin de j'allais dire de ce feedback, de ce live. Merci encore infiniment pour la richesse de ce live. Je suis vraiment très, très contente. Et j'espère que pour toutes et tous, ça a été un moment aussi agréable que ça le fut pour moi. Et Alexandre, vraiment, je te remercie infiniment d'avoir pris ce temps, d'avoir beaucoup préparé aussi ce live avec énormément de générosité. Donc merci mille fois. Et rendez-vous à toutes et tous très bientôt pour un prochain live, mais surtout pour déjà l'article qui en ressortira. On vous tiendra au courant. N'hésitez pas à vous connecter sur nos réseaux sociaux où nous vous tenons informés de tout ce que nous faisons. Et puis, prenez soin de vous. Passez une excellente journée et à très bientôt. Merci. Merci Judith, merci à toutes et tous, à bientôt.